Bon, alors, je vais démarrer ce webinaire-là. On est plus de 100 personnes à être branchées. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Nathalie Labonté. Je suis conseillère en communication à l'Institut national de santé publique du Québec. Nous organisons cette série de webinaires sur les changements climatiques et la santé pour une première année avec l'appui financier du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec. Ces webinaires sont l'occasion de rencontres entre le milieu de la recherche, les acteurs de santé publique et les intervenants de la société civile qui disposent de leviers d'action pour l'adaptation au changement climatique. La présentation d'aujourd'hui abordera l'éco-anxiété ou comment transformer la détresse en moteur d'action pour contrer la crise climatique. La présentation durera 40 minutes aujourd'hui. Vos caméras et vos micros ont tous été fermés. Alors, je vous demanderai d'écrire, s'il vous plaît, vos questions dans la fenêtre de clavardage au fur et à mesure de la présentation sur les contenus qui vous sont présentés. Et on aura à la toute fin, bien entendu, une période, un bloc de questions aussi. Le webinaire est enregistré aujourd'hui et sera déposé sur le site de l'INSPQ. Il sera donc possible de le visionner en différé et de le relayer dans vos réseaux de contacts. Je vous présente maintenant notre conférencière. Il s'agit de Maxime Boivin. Elle est chercheuse à l'INSPQ et professeure associée au département d'information et de communication de l'Université Laval. Maxime détient un doctorat en communication publique où elle s'est intéressée aux changements de comportement relatifs aux problématiques de santé publique. Elle travaille présentement sur la réduction des impacts socio-sanitaires des changements climatiques. Ses projets portent principalement sur l'éco-anxiété, le thème d'aujourd'hui, le verdissement urbain et la communication des changements climatiques. Elle co-dirige également le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen. Alors, Maxime, à toi la parole. Bonne présentation. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de venir ce midi donc pour jaser d'éco-anxiété avec moi. Je vais partager mon écran comme ça, vous allez pouvoir voir la présentation. Donc, comme vous le savez, dans le fond, on est aux prises avec une crise climatique à laquelle on essaie de faire face. Cette crise-là, on le sait, elle est particulièrement complexe et elle génère une variété d'enjeux qui nécessitent des expertises diversifiées. Parmi ces enjeux-là, on ne peut pas négliger les impacts psychosociaux de la crise climatique sur les individus. Sauf que souvent, quand on parle d'impacts psychosociaux, on pense davantage aux impacts directs des événements météorologiques extrêmes. Par contre, ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas seulement les contacts directs avec les changements climatiques qui génèrent des impacts psychosociaux importants. En effet, les simples contacts indirects avec des images, des nouvelles relatives au changement climatique, les signes de notre manque de préparation face aux conséquences à venir des changements climatiques, tout ça, ça suffit à générer des sentiments puis des émotions négatives qui affectent le bien-être des individus de plusieurs manières. C'est ce qu'on appelle les éco-émotions, dont la plus connue est l'éco-anxiété. Vous avez quelques exemples des principales éco-émotions qu'on retrouve. Les éco-émotions, c'est quoi? C'est une série d'émotions puis de sentiments qui sont ressentis par les individus lorsqu'ils pensent au changement climatique puis à la situation environnementale actuelle, à leurs conséquences potentielles sur les individus, sur la société, etc. Euh, les éco-émotions sont distinctes les unes des autres, mais reste qu'elles sont interconnectées. Il ne s'agit donc pas d'expériences émotionnelles isolées, puis elles ne peuvent pas être étudiées de façon complètement distincte. Pour vous donner quelques exemples, si on regarde l'éco-anxiété, si l'éco-anxiété n'est pas gérée, pas traitée, elle peut mener à une certaine forme d'éco-dépression. Si on regarde au niveau de la peur, par exemple, la peur, on retrouve de la peur dans l'éco-anxiété. Si on regarde au niveau de l'éco-colère, la colère, surtout si elle est réprimée, peut finir par se manifester sous forme d'anxiété. Puis à l'inverse, l'éco-anxiété peut mener aussi à de l'éco-colère si elle n'est pas, gérée, si on n'y fait pas face comme il faut. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup de liens avec tout ça. Là, vous vous dites sûrement déjà que je commence à me familiariser avec l'éco-anxiété. Est-ce qu'il va vraiment falloir que je commence à parler des différentes éco-émotions? Dans un monde idéal, oui.
Mais ce qu'on voit dans la pratique, c'est qu'on utilise beaucoup le terme éco-anxiété pour englober les différentes éco-émotions. Puis même moi, aujourd'hui, je vais parler d'éco-anxiété. Puis pour éviter de la lourdeur, je ne parlerai pas d'éco-anxiété et des éco-émotions afférentes. Je vais juste utiliser le terme éco-anxiété. Je pense donc qu'au minimum, il faut juste être conscient de ce fait-là, donc de l'existence des différentes éco-émotions qui cohabitent entre nous, le fait qu'elles soient distinctes mais interreliées. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, je vais davantage me concentrer sur l'éco-anxiété, tout en gardant en tête qu'elle coexiste avec plusieurs éco-émotions. Je vais vous présenter c'est quoi l'éco-anxiété, ses conséquences, le portrait au Québec, donc de l'éco-anxiété qu'on a jusqu'à maintenant, les différentes sources, donc ce qui génère de l'éco-anxiété, les stratégies pour faire face à l'éco-anxiété, puis les liens avec l'engagement. L'objectif, ça va être vraiment de mieux comprendre l'éco-anxiété, de découvrir comment s'outiller puis outiller les individus qui vivent de l'éco-anxiété, puis de mieux comprendre comment l'éco-anxiété et l'engagement en matière d'environnement sont reliés. Tout ce que je vais vous partager aujourd'hui découle des nombreux projets du GIREC, donc le groupe interdisciplinaire de recherche sur l'éco-anxiété et l'engagement citoyen que j'ai cofondé avec ma collègue Anne-Sophie Gosselessard de l'UQAM. On a plusieurs projets en cours. On n'a pas encore de publication, mais c'est en train de s'écrire. Je ne vous mets pas la totalité des projets qu'on a fait, mais juste un aperçu de ce sur quoi va être basée la présentation d'aujourd'hui. Donc, on a notamment réalisé une grande revue de littérature sur l'éco-anxiété à travers laquelle on a recensé plus de 230 articles scientifiques. On a réalisé des entretiens qualitatifs auprès de jeunes de 18 à 34 ans. Il y en avait environ 40. On a réalisé, avec l'aide à travers un projet de Mélissa Généreux, une enquête populationnelle auprès d'11 000 répondants. Puis on travaille actuellement sur une recension médiatique où on regarde la manière dont on communique les changements climatiques dans les médias. Puis là, on a environ 6 000 articles recensés au cours des 4 dernières années. Maintenant, bon, tout d'abord, on va commencer avec c'est quoi l'éco-anxiété? Ça peut porter à confusion ici parce qu'on retrouve une grande diversité de définitions de l'éco-anxiété. Vous en avez un petit aperçu là sur mon écran ici. Dans le fond, ces définitions-là incluent une variété de différents sentiments et émotions, peur, détresse, anxiété, et inquiétude, etc. C'est parce que, comme on le disait tantôt, c'est très difficile de distinguer les différentes éco-émotions les unes des autres. Elles ne vivent pas en huis clos comme ça. Puis aussi, ben, on a tendance à associer l'éco-anxiété à de l'anxiété à cause du terme. Mais en fait, on constate que c'est beaucoup plus complexe que ça, puis que ça ne se limite pas à l'anxiété. On est juste un petit peu pogné avec le terme rendu aujourd'hui. Ces définitions-là varient aussi en intensité. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui en parlent comme quelque chose de très, très sévère, alors que d'autres en parlent comme étant une adaptation utile. Ça, c'est dû au fait que l'éco-anxiété n'est pas vécue de la même manière par tous. Donc, oui, dans certains cas, il s'agit d'une adaptation utile, alors que dans d'autres, c'est beaucoup plus sévère. Pourquoi est-ce que ça varie comme ça? En fait, c'est un peu le range normal des émotions, des réactions qu'on peut avoir face à une menace. Par exemple, si on est coincé dans une voiture sur des rails de chemin de fer puis qu'on voit un train arriver, c'est juste normal qu'on vive un certain stress par rapport à ça. C'est ce qui va nous pousser à essayer de nous tasser de là, faire bouger la voiture, sortir de la voiture, etc. Par contre, ben, certains, pour différentes raisons, vont vivre un stress vraiment plus élevé. Puis ça, ben, c'est sûr, c'est moins pratique parce que ça ne nous aide pas vraiment à y voir clair, à agir. On peut figer. Dans certains cas, c'est légitime si on réalise que la voiture est coincée, qu'on n'arrive pas à détacher notre ceinture, qu'on est enfermé. Ça se peut, en effet, que ce soit un niveau de stress qui est logique, mais sinon, c'est ça peut aussi juste être un stress qui va venir nous paralyser puis nous empêcher de réaliser ce qu'on peut faire. À l'inverse, ceux qui regardent le train arriver puis qui ne sont pas stressés du tout, ben, ça peut, dans le fond, ils sont là, puis ils aident en rien la situation, les personnes dans la voiture et tout ça, c'est pas mieux pour autant. Donc, on voit qu'un niveau de stress modéré, et sain et logique qu'on fait face à une menace. Puis c'est le même principe avec l'éco-anxiété. On s'entend qu'on fait face à une menace climatique. Donc, vivre de l'éco-anxiété, c'est à cet égard-là normal, c'est une adaptation utile qui va nous permettre de se mobiliser, d'agir et tout ça.
On s'entend qu'à l'inverse, vivre aucune éco-anxiété, ben, c'est un peu pas être conscient de la situation ou mettre en place des mécanismes de défense qui nous empêchent de faire face à la situation. À l'inverse, vivre un niveau d'éco-anxiété qui est trop élevé, ben là, ça peut devenir très lourd très vite parce qu'on se retrouve dans une situation où justement, on est paralysé par un trop gros niveau de stress, ça devient lourd, on peut se rendre à des burn-out militants, par exemple, de la fatigue, etc. Ultimement, dans un effort de conceptualisation de l'éco-anxiété puis d'unification de la littérature sur le sujet, on a résumé l'éco-anxiété comme ça. Donc, l'éco-anxiété puis les éco-émotions représentent un état d'inconfort psychologique et parfois physique d'intensité variée, caractérisé par l'appréhension d'une menace plus ou moins distante dans le futur concernant les changements climatiques puis la situation environnementale. Maintenant, on a parlé d'inconfort psychologique, parfois physique, qui sont générés par l'éco-anxiété, mais de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Il y a 6 grandes catégories de conséquences qu'on retrouve par rapport à l'éco-anxiété. Puis là, je vous le dis, je vais vous les envoyer en rafale, juste faire un genre de liste d'épicerie que vous voyez ce qui a été recensé dans la littérature. Je ne veux pas m'attarder sur chacun d'entre eux. Là. Vous pourrez avoir accès au PowerPoint puis voir les différents, mais c'est juste pour vous donner une certaine compréhension de l'étendue puis de la diversité des conséquences que peut générer l'éco-anxiété. Donc, par exemple, au niveau affectif, ben, on voit des conséquences comme la nostalgie, l'amertume, le deuil, le choc, la colère, la tristesse, la peur, la détresse, le désespoir, l'inquiétude, l'impuissance. Sur le plan cognitif, on a vu des conséquences comme la diminution du sentiment d'identité personnelle, des cauchemars, des attaques de panique, des pensées obsessives, des idées suicidaires, des phobies qui se développent, du stress, de la difficulté à apprécier les émotions positives, de la confiance réduite envers le futur, etc. Sur le plan comportemental, ben là, on voit des comportements comme de l'isolation, le retrait d'activités sociales et familiales, des comportements agressifs ou violents, des troubles du sommeil, des changements d'appétit, de la difficulté à fonctionner au quotidien, des difficultés de concentration, de l'abus de substances, des enjeux professionnels aussi. Sur le plan social, on voit des conséquences comme des changements dans les pratiques culturelles, dans les réseaux sociaux, dans l'identité collective, des problèmes familiaux, l'augmentation de mouvements sociaux violents, autoritaires, l'augmentation des conflits sociaux. Euh, il y a aussi des conséquences sur le plan physique qui ont été répertoriées, par exemple au niveau de la fatigue, au niveau de problèmes digestifs, problèmes de fertilité, haute pression, etc. Problème de mémoire, apprentissage aussi. Puis sur le plan clinique, ben, ce qu'on voit principalement, c'est l'aggravation des troubles de santé mentale préexistants, des symptômes d'anxiété ou l'émergence de troubles de l'anxiété généralisée, de la dépression ou des symptômes dépressifs, troubles de l'humeur, troubles liés au traumatisme, troubles de l'adaptation, etc. Là, ça a l'air intense tout ça, puis ça peut l'être, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui vit l'ensemble de ces symptômes-là, puis que dans la plupart des cas, l'éco-anxiété n'atteint pas des niveaux sévères, puis encore moins pathologiques. C'est très, 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 très rare que l'éco-anxiété soit pathologique ou mène à des troubles plus cliniques. Donc, oui, les personnes qui vivent de l'éco-anxiété vivent certains de ces symptômes-là, mais tout le monde peut vivre un ensemble de symptômes différents avec différentes intensités, puis les vivre de façon évolutive. Donc, l'éco-anxiété n'est pas statique dans le temps. Par exemple, les symptômes peuvent augmenter à différents moments charnières, par exemple avec la sortie d'un rapport du GIEC, une décision politique qui est peu favorable à l'environnement, la naissance d'un enfant, des choix personnels comme partir en voyage, etc. Donc, c'est toutes des choses qui vont venir faire en sorte que les symptômes d'éco-anxiété vont varier dans le temps auprès d'une même personne, peuvent augmenter en intensité, diminuer, etc. Puis là, ben, même quand l'éco-anxiété n'est pas pathologique, comme on l'a dit, c'est rare, vous aurez compris qu'elle peut quand même avoir des conséquences parfois non négligeables sur le bien-être des individus, puis particulièrement si le niveau d'éco-anxiété est élevé. Par rapport à ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vivre des symptômes de l'éco-anxiété, ce n'est pas réservé aux personnes qui sont ultra militantes ou aux personnes qui ont une sensibilité accrue à l'anxiété. Au contraire, les études démontrent que tout le monde est à même de vivre des impacts négatifs de l'éco-anxiété, même les personnes les plus en santé et les plus résilientes.
Par exemple, si on regarde à travers les entretiens qu'on a réalisés auprès des jeunes de 18 à 34 ans, c'était des jeunes, bon, c'est sûr, pour participer à une étude sur l'éco-anxiété, c'est des personnes qui avaient sûrement un certain intérêt pour la cause environnementale et tout ça, mais il n'y avait pas la nécessité de vivre des niveaux d'éco-anxiété élevés. Au contraire, on cherchait des personnes avec des niveaux d'éco-anxiété faibles, modérés et élevés. Puis, on a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de conséquences, de façon dont les jeunes qu'on rencontrait étaient affectés par l'éco-anxiété dans leur quotidien. On a noté, par exemple, beaucoup de dissonances cognitives, notamment au regard de leurs pratiques professionnelles, dans les relations avec autrui, des choses qui entraînent des insatisfactions personnelles, des remises en question. Ça allait même jusqu'à créer des conflits sociaux. On a vu aussi beaucoup d'exemples de sacrifices personnels qui faisaient, comme par exemple le choix de ne pas avoir d'enfants ou des personnes qui se justifiaient d'avoir finalement eu des enfants en disant que c'était pas fait exprès et tout ça. Donc, on voit que ça a quand même des impacts assez importants. Il y a quelqu'un qui nous disait que dans certaines circonstances, elle n'osait pas manger parce qu'elle voyait la quantité de déchets que ça générait, etc. Donc, on voit quand même des impacts financiers aussi à cause des choix qui sont faits, des conséquences, beaucoup, beaucoup de culpabilité, le sentiment aussi d'être seul à porter le poids de la lutte contre les changements climatiques sur ses épaules, de la frustration envers le gouvernement, les entreprises, la société, de la peur, de l'insomnie, etc. C'est toutes des choses qu'on a rencontrées lors de nos entretiens, donc auprès quand même de populations de jeunes Québécois. Maintenant, plus concrètement, ça ressemble à quoi l'éco-anxiété au Québec? Donc, ce que je vais vous montrer ici, c'est des analyses très, très, très préliminaires qui sont basées sur une enquête qu'on a réalisée avec Mélissa Généreux et d'autres personnes auprès d'un peu plus d'11 000 répondants, donc adultes au Québec en mai et juin dernier. On a aussi les résultats de octobre, c'est une enquête récurrente qui sont très similaires à ce niveau-là. Donc, ce qu'on voit en fait au Québec, on constate que la plupart des gens ont un niveau d'éco-anxiété qui est quand même faible ou nul, puis que rares sont ceux qui ont un taux d'éco-anxiété qu'on pourrait qualifier de élevé. La portion modérée, c'est à peu près le quart de la population à ce niveau-là. Donc, on voit quand même que il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas d'éco-anxiété. Comme on le disait, ne pas vivre de l'éco-anxiété, ce n'est pas nécessairement mieux qu'en vivre à des niveaux trop élevés. Parce que ça dénote donc une conscience peut-être lacunaire concernant la menace à venir, puis peut-être des gestes qui ne seront pas en conséquence par rapport à ça. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si je l'ai mentionné, jusqu'à maintenant, j'ai peut-être dressé un portrait de l'éco-anxiété qui est très négatif, en mentionnant toutes les conséquences négatives que ça pouvait générer et tout ça. Mais l'éco-anxiété a aussi des fonctions très, très positives, donc notamment au niveau de l'engagement. On le voit, il y a une corrélation entre le niveau d'engagement et le niveau d'éco-anxiété. Donc, l'éco-anxiété est vraiment favorable pour lutter contre les changements climatiques, pour s'engager à ce niveau-là. Par contre, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la courbe ici, en fait, on voit que le fait d'être trop engagé, c'est pas nécessairement bon. Ultimement, sur la fatigue, sur l'engagement, on finit par plus être capable de fournir en quelque sorte. De la même manière, donc, les personnes qui sont pas assez, qui ont un niveau d'éco-anxiété très, très plus faible, ont moins tendance à être activement engagées à ce niveau-là, ce qui revient encore appuyer le fait qu'un niveau d'éco-anxiété modéré a des bienfaits là, dans la société à ce niveau-là. Si on découpe l'éco-anxiété, en fait, l'éco-anxiété est formée de 4 sous-dimensions. Je ne vais pas vous les passer nécessairement au complet, mais je voulais juste vous montrer un peu, si on regarde, si on découpe par dimension, puis on regarde la manière dont l'éco-anxiété est répandue dans la population, on voit très clairement que les jeunes sont sont beaucoup plus affectés par l'éco-anxiété que les plus vieux. Donc, particulièrement les 18-24, là, en ce moment, on est en train de faire des études auprès des plus jeunes, donc au niveau secondaire notamment, puis on voit que c'est quelque chose qui ressort aussi, puis que le niveau d'éco-anxiété diminue à travers le temps. Pourquoi? Ben, ça revient au principe que, ultimement, c'est les jeunes qui vont être pris avec les problèmes davantage des changements climatiques. C'est eux qui vont vivre davantage
les conséquences négatives qui vont émerger, mais ce n'est pas eux qui sont en position de pouvoir aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas en mesure de faire avancer les choses comme ils souhaiteraient pour pouvoir éviter de trop souffrir des conséquences futures des changements climatiques. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent à des niveaux d'éco-anxiété plus élevés. C'est ça, c'est les différentes dimensions. Je vais vous l'épargner à ce niveau-là. C'est juste pour montrer qu'on voit encore à chaque fois que les jeunes sont les plus affectés par ça. Ce qui est intéressant, c'est la dimension existentielle. Je la trouve quand même intéressante à ce niveau-là parce qu'on voit que c'est l'endroit où est-ce que le niveau d'éco-anxiété, en fait, qui concerne le plus de personnes à travers l'ensemble de la population, donc pas seulement les jeunes. On le voit ressortir ici de cette manière-là. Maintenant, qu'est-ce qui génère de l'éco-anxiété chez les individus? Donc, en parlant aux jeunes qu'on a rencontrés, en fait, on constate que certains sont en mesure d'identifier un moment charnière, souvent relativement banal en plus, mais qui leur a fait prendre conscience de la gravité de la situation actuelle, puis à partir duquel ils ont développé un sentiment d'éco-anxiété ou pris conscience de son existence. Par contre, pour la plupart d'entre eux, ben, il n'y a pas nécessairement de point de départ à proprement parler. Donc, le point de départ n'est pas nécessairement central à la compréhension du sentiment d'éco-anxiété. Ce qu'on constate, par contre, c'est que les personnes semblent avoir un niveau d'éco-anxiété de base, comme on le disait, qui, après ça, connaît des montées ou des descentes plus ou moins importantes selon certains éléments. Le premier élément qui semble être un fort générateur du sentiment d'éco-anxiété, ça concerne les médias. Donc, en effet, avec la menace grandissante des changements climatiques, la couverture médiatique sur le sujet a grandement augmenté. On le voit notamment à travers la recension médiatique qu'on fait. Comme je le disais, on a récolté environ 1500 articles par année au cours des 4 dernières années. Puis ça inclut les 2 années de la pandémie, incluant la première où est-ce que les échanges sur les changements climatiques ont beaucoup diminué. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se disent là-dessus dans les médias. À travers des images, des textes, des sons, les médias créent comme ça une représentation sociale des changements climatiques et de leurs impacts qui peut venir augmenter notamment l'importance perçue du problème aux yeux du public ou le sentiment de vulnérabilité aussi face aux changements climatiques. Ce contact indirect-là avec les changements climatiques et leur impact, c'est souvent le seul que les individus ont. On n'est pas nécessairement aujourd'hui en contact ici direct avec les changements climatiques de façon euh, j'allais dire de façon constante, mais même de façon ponctuelle, c'est plutôt rare. Donc, de par le fait même, ce portrait médiatique peut vraiment avoir un effet important sur les perceptions, la compréhension des enjeux. Le problème qu'on voit, par contre, c'est que les médias tendent à adopter un discours qui est davantage négatif, alarmiste, surtout dans les dernières décennies, mais qui, encore aujourd'hui, est largement axé sur les risques, les impacts et tout ça. Et donc, ce faisant, ben, ça tend à augmenter l'éco-anxiété puis les différentes éco-émotions par rapport à ça. Outre les médias, les informations concernant les changements climatiques sont aussi partagées de façon informelle au sein des réseaux sociaux. Puis là, je ne parle pas juste des réseaux sociaux médiatisés, mais tout l'ensemble de nos réseaux sociaux informels, en présentiel et tout ça, qui peuvent donc aussi contribuer au sentiment d'éco-anxiété. Un autre aspect qui ressort lourdement comme un générateur du sentiment d'éco-anxiété plus élevé concerne l'inaction politique et collective. En effet, le pouvoir d'action individuelle, on le sait, est plutôt mince pour limiter les impacts des changements climatiques puis s'y adapter. On a donc besoin d'une mobilisation importante des différents paliers du gouvernement, des entreprises, de la collectivité pour y parvenir. On est donc dépendant de beaucoup d'organisations puis de structures pour s'en sortir. Donc, par exemple, tout rappelle que le gouvernement ne nous permet pas d'atteindre les cibles environnementales fixées, qui prend des décisions qui vont à l'encontre d'efforts de protection de la population contre les changements climatiques, etc. Tout ça, ça tend à venir augmenter le niveau d'éco-anxiété, notamment en générant de la colère, de la frustration, une perte de confiance, un sentiment de trahison, etc. Un autre gros aspect qui ressort, on l'a dit, le contact direct n'est pas nécessaire pour vivre de l'éco-anxiété, mais le fait d'avoir vécu des conséquences des changements climatiques et particulièrement d'avoir vécu des événements météorologiques extrêmes, on le voit, ça fait vraiment augmenter l'éco-anxiété. Pourquoi? Ben parce que ça nous rappelle, ça, en fait, ça nous fait prendre conscience
de à quel point on est réellement à risque, de notre vulnérabilité par rapport à ça. Donc, on le voit, le niveau d'éco-anxiété monte en flèche chez ceux qui ont déjà vécu un événement météorologique extrême. 2 ou plus, ça monte encore plus. Puis, ça monte aussi beaucoup si on a vécu des conséquences, que ce soit financières, sanitaires, au niveau des infrastructures, ça vient augmenter le niveau d'éco-anxiété à ce niveau-là. Dans tous les cas, ce qui est particulièrement intéressant par rapport à ça, c'est que la plupart de ces facteurs, bon, à part l'expérience directe avec les changements climatiques, mais pour les autres, ces facteurs-là qui viennent aggraver le sentiment d'éco-anxiété ont aussi le pouvoir de venir le diminuer. Par exemple, les médias, en modifiant la manière dont ils cadrent les nouvelles sur les changements climatiques, par exemple en adoptant un ton plus positif, en abordant davantage les solutions mises en place, tout ça, ça peut venir stabiliser ou améliorer le sentiment d'éco-anxiété. De la même manière qu'on regarde les réseaux sociaux, c'est sûr, oui, ça peut, à travers notamment les chambres d'écho et tout ça, ça peut venir générer de l'éco-anxiété, mais on le sait, les réseaux sociaux forts favorisent la résilience, puis ça permet de mieux faire face aux différentes crises ou différents enjeux ou problématiques auxquels on peut faire face. De la même manière, le gouvernement, les entreprises, en prenant des décisions qui contribuent à protéger les individus, ça vient de la même manière réduire le niveau d'éco-anxiété potentiellement. En sachant tout ça, on fait quoi avec l'éco-anxiété maintenant? Heureusement, il existe des stratégies pour y faire face puis réduire les conséquences négatives. C'est ce qu'on appelle en bon français des stratégies de coping. Euh, Tout d'abord, on l'a dit, l'éco-anxiété, en fait, est rarement pathologique. Donc, dans cette optique-là, on le sait, les traitements pharmaceutiques et tout ça ne sont pas nécessairement les mieux placés pour faire face à l'éco-anxiété, à moins de cas plus extrêmes. Donc, dans ces cas-là, on va davantage, donc, de manière générale, on va davantage parler de stratégies de coping pour mieux faire face aux sentiments qui sont générés par l'éco-anxiété. Concernant ces stratégies, dans un premier temps, il faut vraiment faire attention puis distinguer les stratégies qui sont constructives et adaptatives des stratégies qui ne le sont pas. Dans ces cas-là, on trouve par exemple l'héroïsme compulsif, l'isolation, la rébellion, le désintérêt, le déni, etc. Vous l'avez peut-être remarqué, mais les exemples de stratégies maladaptatives sont plutôt typiques du genre de comportement qu'on peut retrouver chez les personnes qui vivent soit très peu d'éco-anxiété ou qui en vivent beaucoup. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait depuis le début concernant les différents niveaux d'éco-anxiété. Maintenant, parmi les stratégies de coping qui peuvent être bénéfiques pour faire face à l'éco-anxiété, il y en a plusieurs. Je vais vous en mentionner quelques-unes. Donc, on trouve notamment le renforcement de la résilience individuelle et collective pour mieux faire face aux défis à venir des changements climatiques. Travailler sur la résilience, ça implique notamment de travailler sur des valeurs comme la coopération, l'altruisme, le leadership, les réseaux sociaux solides, l'accès et la disponibilité des ressources nécessaires, la réduction de la stigmatisation relative à la santé mentale, etc. À cet égard-là, ça peut être pertinent de développer des partenariats avec des écoles, les autorités en santé, santé publique, organismes communautaires pour développer des interventions en ce sens-là. C'est aussi important de travailler sur la réorganisation du sens, donc le fait de revoir la façon dont on voit les changements climatiques puis les enjeux qui s'y rattachent. À cet égard-là, on peut penser à des interventions pour aider à identifier et vivre l'inconfort dans l'optique de réfléchir aux problèmes, de prendre action, par exemple. Il ne faut pas non plus avoir peur de parler de ce que font les autres, de parler des solutions, des gestes qui sont mis en place par d'autres, etc. Pourquoi? Laure Varidel, dans une conférence qu'on avait faite ensemble, elle avait donné cette image-là, puis je l'ai toujours beaucoup aimée. Elle avait dit, c'est comme si on était dans un canot en ce moment, tout le monde ensemble, qui se dirige vers des chutes. Si on porte tous un bandeau, on n'est pas capable de savoir ce que les autres font. Est-ce qu'ils rament, ils ne rament pas et tout ça. Donc, il y en a certains qui vont réagir à ça en ramant moins, en se disant que les autres vont pallier. Il y en a d'autres qui vont s'épuiser complètement puis qui ne seront pas capables de maintenir la cadence parce qu'ils ne savent pas si les autres rament ou pas, donc ils se donnent à fond. En permettant de voir ce que les autres font, là, ça permet à ceux qui allaient trop fort, en quelque sorte, de voir qu'ils ne sont pas seuls, puis de pouvoir modérer leurs efforts pour qu'ils perdurent dans le temps, puis pas se fatiguer avant la fin de l'étape de l'aventure. Puis ceux qui en faisaient pas, arrivent à voir que, oh, il y en a d'autres qui en font pas. OK, il faut qu'on agisse pour être capable de s'en sortir, pour voir justement la chute s'éloigner de nous et pas se rapprocher constamment. Donc, c'est un peu dans cette optique-là.
Ici, il faut faire attention parce que souvent, on a tendance à plutôt adopter des stratégies axées sur la résolution de problèmes pour faire face à différents enjeux. C'est une stratégie qui peut être super pertinente pour plein d'enjeux en santé publique, notamment. Par contre, pour une problématique comme les changements climatiques, qui est super complexe, difficile à régler, puis qui nécessite vraiment tout plein de différents changements, transformations et tout ça, ben, se faire dire constamment qu'on doit agir, poser des gestes individuels et tout ça, ça finit par nuire, surtout quand on sait que les gestes individuels ont une portée limitée. Donc, ça finit par décourager. C'est pour ça qu'on va plus travailler sur la réorganisation du sens. Une autre stratégie de coping qui est pertinente concerne le self-care, donc prendre soin de soi. Le fait de prendre soin de soi malgré le stress, les inquiétudes qu'on peut vivre, etc. Le fait de reconnaître les bonnes choses qu'on fait, le fait d'avoir des hobbies autres que prendre soin de la planète et tout ça. C'est un peu comme dans un avion, on dit toujours en cas d'urgence, il faut mettre son propre masque à oxygène avant de pouvoir penser à aider les autres. Ben, c'est un peu le même principe. Si on essaie de toujours aider, puis on ne prend jamais le temps de prendre soin de soi, mettre son propre masque, s'assurer qu'on est bien, ben, à un moment donné, on ne sera plus capable de continuer à aider. Donc, c'est un peu pour ça. Puis, ce n'est pas un réflexe qui est facile pour ceux qui vivent de l'éco-anxiété, surtout à des niveaux élevés. Parmi les choses qui peuvent être faites à ce niveau-là, ben, notamment favoriser la connexion avec la nature ressort comme étant central. On connaît déjà les avantages de la connexion avec la nature sur la santé physique et mentale, notamment sur le niveau d'activité physique, le niveau de stress, etc. Mais en plus, ça nous permet de développer une empathie envers la nature qui est bénéfique pour la lutte contre les changements climatiques. Enfin, la dernière stratégie de coping dont je vais vous parler, même s'il en existe d'autres, c'est l'engagement. Donc, le fait de prendre action, de se mobiliser dans la lutte contre les changements climatiques, ça permet fortement de réduire le niveau d'éco-anxiété. On l'a vu tantôt, là, je vous ai montré certains éléments, les liens entre l'éco-anxiété et l'engagement. En prenant action, ça nous permet de venir calmer le niveau d'éco-anxiété parce qu'on participe à la résolution du problème. Par contre, comme on l'a dit, c'est un couteau à double tranchant puisqu'on sait les gestes individuels sont limités, les gestes à poser sont très nombreux, très diversifiés, etc. Maintenant, au niveau de la santé publique, à quoi ça sert de parler d'éco-anxiété? En fait, on voit émerger plusieurs éléments d'intérêt qui concernent l'éco-anxiété pour la santé publique. D'une part, ça peut être intéressant de suivre l'évolution de l'éco-anxiété dans le temps parce qu'on sait que les changements vont être de plus en plus présents, donc les niveaux d'éco-anxiété pourraient augmenter. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles ça serait pertinent de surveiller l'éco-anxiété dans la population, mais notamment pour s'assurer que le niveau d'éco-anxiété augmente pas trop, que les personnes qui vivent une éco-anxiété plus sévère puissent bénéficier du soutien nécessaire. Puis aussi s'assurer de suivre ceux qui ont un niveau d'éco-anxiété trop faible pour s'assurer de pouvoir s'adresser à eux d'une façon qui va les mobiliser aussi dans la lutte contre les changements climatiques parce que veut pas, ces personnes-là, oui, au niveau individuel, sont peut-être limitées dans leurs gestes, mais c'est des professionnels aussi qui peuvent changer des choses dans leur vie professionnelle, etc., et donc contribuer de façon plus large euh, à la lutte contre les changements climatiques. D'autre part, on comprend aussi que notre responsabilité en tant que communicateur, interventionniste, etc., dans le domaine des changements climatiques. Donc, on comprend mieux l'impact négatif qu'on peut avoir en parlant des changements climatiques. La façon dont on en parle peut avoir un impact sur le niveau d'éco-anxiété et tout ça. Et donc, on voit l'importance de prendre en compte l'éco-anxiété dans nos stratégies pour aller rejoindre ceux qui ont mis en place des mécanismes de défense importants, donc, travailler à réduire ces mécanismes de défense-là, puis les intégrer dans la lutte contre les changements climatiques. Ceux qui vivent un niveau d'éco-anxiété modéré, donc on ne leur parle pas de la même façon. Ceux qui vivent un niveau d'éco-anxiété élevé non plus, on ne veut pas les pousser encore plus à bout, augmenter leur détresse ou quoi que ce soit. Donc, non seulement de les prendre en compte, mais aussi de les accompagner dans leur éco-anxiété, puis de travailler pour canaliser tout ça en moteur d'action pour la planète. Ça fait un bref aperçu de ce qu'est l'éco-anxiété. Je voulais laisser du temps pour pouvoir échanger avec vous si vous le souhaitez. J'ai remarqué qu'il y avait déjà plusieurs questions dans le chat. Donc, si vous voulez, je vais arrêter mon partage d'écran et puis on pourrait passer donc davantage aux éléments relatifs aux questions.
Nathalie, est-ce que je te laisse gérer les questions ou comment tu veux faire? Alors, en l'absence de Nathalie, je vais regarder les questions en vous parlant et essayer de voir. Ah, Nathalie, ton micro est fermé, Nathalie, je m'excuse. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est Bon, bon. je suis de retour. Alors, oui, on a reçu plusieurs questions déjà, Maxime. Je peux peut-être t'en faire part, te partager ça. On a Ghislaine qui, d'entrée de jeu, se demande pourquoi le terme éco-anxiété et non pas éco-inquiétude, éco-peur? En fait, c'est une très bonne question avec laquelle le terme éco-anxiété, on est un petit peu coincé avec aujourd'hui, mais on est plusieurs dans la communauté à trouver que c'est un terme qui est plus ou moins adapté, plus ou moins approprié. Comme je le disais, ça ne représente pas seulement de l'éco-anxiété, puis on sait quand on dit, tu sais, surtout qu'on dit que l'éco-anxiété, c'est normal, alors que l'anxiété, c'est quelque chose qui est stigmatisé, tout ça. Donc, ce n'est pas un terme qui est idéal, c'est un terme qui est sorti il y a quand même plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, quelques dizaines d'années, là, pas tant que ça. Mais donc, avant qu'on comprenne vraiment l'étendue du phénomène et tout ça, aujourd'hui, avec l'utilisation répandue, avec tout ça, ben, on est un peu coincé avec ce terme-là. On pourrait se mettre à parler davantage d'éco-émotion pour être plus inclusif, mais on commence à parler d'éco-anxiété. Donc, à un moment donné, on va un peu aussi éviter de mélanger le monde en ramenant tout ça. Mais en effet, il y a ce volet-là. Donc, c'est un terme avec lequel on est coincé. Il y en a qui recommandent d'aller plus pour des termes comme éco-empathie, éco-lucidité, qui sont davantage positifs. Puis après ça, il faut aussi faire attention avec les autres éco-émotions qui coexistent, comme l'éco-colère, l'éco-peur et tout ça, qui vont avoir des liens avec l'éco-anxiété. Donc, il va y avoir des superpositions, mais ils ne sont pas totalement superposés non plus. Donc, ça reste des concepts différents. C'est la raison pour laquelle on y va comme ça. Il y a David aussi qui a une question qui tourne un peu autour de ce sujet-là. Il demande, parmi ceux qui ont un niveau d'éco-anxiété nul, est-ce qu'il a été considéré que parmi ce nombre, cela pourrait être en fait une stratégie d'adaptation en soi, c'est-à-dire le déni? Oui, tout à fait. C'est vraiment ça qui se passe à ce niveau-là. C'est que le niveau d'éco-anxiété, quand il est nul, c'est soit de manière générale, soit donc le fait qu'on n'a pas conscience de la situation puis de la menace, ou sinon, c'est des mécanismes de résistance au changement, des mécanismes de protection que les individus mettent en place. Et puis là, on retrouve notamment parmi ça le déni, la banalisation, la minimisation, les biais d'optimisme technoscientifique, des choses comme ça qui vont faire en sorte qu'on va réduire notre responsabilité dans la lutte contre les changements climatiques ou qu'on va réduire le problème en soi. Il y a Caroline Gagnon qui met l'exemple de l'ours polaire qui s'est pointé le bout du nez du côté, je pense, c'est aux abords de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que c'est un exemple aussi qui peut faire monter l'éco-anxiété? Oui, définitivement. Là, on l'a vu avec l'ours polaire, les baleines. En fait, ce qu'on voit, c'est que tous les dérèglements environnementaux peuvent venir faire augmenter le niveau d'éco-anxiété à chaque fois qu'on voit des événements qui se passent à travers le monde qui peuvent être liés au changement climatique. Ça peut faire peur. Ce qu'on voit, par contre, puis une fois que j'ai été mis, en tout cas, après l'avoir vu, j'ai trouvé ça tellement logique, mais c'est pas la façon dont l'éco-anxiété est cadrée d'habitude. C'est que quand on parle d'éco-anxiété, quand on parle de changement climatique, on le cadre toujours sur une crise environnementale. Oui, en effet, c'est une crise environnementale, mais c'est pas principalement ça c'est pas principalement ça. En fait, c'est une crise sociale à laquelle on fait face, puisque ultimement, la planète, l'environnement a vécu des choses assez catastrophiques dans le passé. La nature a réussi à reprendre le dessus, s'en remettre. Les chances que toute forme de nature disparaisse, c'est pas nécessairement ça qui est en jeu
ici, c'est plus les conséquences que ça va avoir sur les humains, puis c'est là que l'éco-anxiété augmente. Donc, c'est vraiment les conséquences du fait on est rendu avec des ours polaires là, c'est une chose, mais c'est qu'est-ce que ça veut dire ultimement pour moi, comment est-ce que ça va finir par m'affecter, puis on commence à réaliser à quel point ça va nous affecter. La pandémie de COVID-19 nous a aussi permis de voir un peu plus comment on était fragile face à des crises comme ça qu'on n'arrivait pas à anticiper, les conséquences graves que ça pouvait avoir sur nos vies, nos modes de vie et tout ça, puis on n'a plus envie de revivre ça, on n'a plus envie de revivre de bouleversements comme ça. Donc, ça génère des inquiétudes en sachant que la menace des changements climatiques peut générer des crises de cet ordre-là ou différentes. Il y a David aussi qui nous amène un petit peu ailleurs avec sa question sur, il dit par rapport au point sur les médias que vous avez abordé, à l'ère des fausses informations et des clickbaits, est-ce que la santé publique n'aurait pas un rôle plus accru à jouer à ce niveau? Oui. Ben après ça, moi, je pense que oui, la santé publique, mais on devrait tous être plus responsables par rapport à ça, là, tout ce qui touche à la désinformation et tout ça, on le sait, sur les médias sociaux et tout ça. On finit par vivre dans des chambres d'écho, donc à un moment donné, on finit par avoir accès au même type d'informations. Puis si dans notre réseau, on a accès à beaucoup de désinformations, ben c'est que ça qu'on va finir par voir. Donc, c'est des enjeux qui sont assez problématiques parce que ultimement, ça ne nous permet pas d'être confrontés à autre chose, de nous sortir justement de ce déni-là, de cette banalisation-là. Mais à l'inverse, chez ceux qui sont très éco-anxieux, ils finissent par être en contact qu'avec des informations qui sont très chargées aussi côté changement climatique et tout ça. Donc, là, on n'est pas dans la désinformation à ce niveau-là, mais en effet, il y a une responsabilité, je pense, de mieux comprendre les principes de la désinformation, de travailler là-dessus pour favoriser l'accès à des connaissances de façon plus équitable, plus juste à ce niveau-là. Puis on le voit, dans le fond, ceux qui vivent de l'éco-anxiété dans l'étude, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont davantage informés. Ils considèrent davantage de sources d'informations aussi lorsqu'ils s'informent. Et donc, on voit cette dichotomie-là qui ressort à ce niveau-là. Okay. Il y a Geneviève qui demande, j'aimerais savoir si on prévoit voir de plus près les différentes éco-émotions qui nous donneraient un portrait plus nuancé des attitudes face au changement climatique et réfléchir aux différentes approches de protection, mais aussi de mobilisation. C'est une question super intéressante. Puis, en effet, ce qu'on voit, c'est que les différentes éco-émotions vont avoir différents impacts sur l'engagement puis la mobilisation, dans le sens où il y a certains qui vont être davantage, l'anxiété en général va davantage, pas, en tout cas, la littérature n'est pas ultra claire là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que vraisemblablement, l'anxiété tend à être davantage paralysante, la colère tend à être davantage une émotion d'action qui pousse à l'action et tout ça. Donc, en effet, c'est pour ça que c'est important de connaître l'existence des différentes éco-émotions pour être capable de voir sur lesquelles on peut travailler, lesquelles il faut transformer. Puis ce qui est intéressant, c'est que là, la littérature est très peu avancée sur ce sujet-là, puis on utilise beaucoup l'éco-anxiété comme un terme parapluie presque. On reconnaît l'existence des différentes éco-émotions, mais c'est tellement difficile à distinguer qu'on a du mal à établir les relations individuelles, où commence un, où se termine l'autre, etc. Mais oui, on pourrait en parler davantage là, à ce niveau-là. Il y a Nassima qui nous demande quels seraient les outils à utiliser pour accompagner les personnes qui font de l'éco-anxiété élevée. Mm -hmm. En fait, je pourrais vous partager certaines ressources si vous êtes intéressés. Il existe notamment des groupes de soutien qui peuvent être pertinents pour les personnes qui vivent de l'éco-anxiété.
on l'a vu notamment à travers nos entretiens, là, c'était des entretiens de groupe et puis c'était absolument pas thérapeutique, puis on le disait d'emblée, mais à la fin de chaque groupe, tout le monde disait waouh, ça m'a fait tellement du bien de réaliser que je suis pas seule à me sentir comme ça, à vivre ça, je me sens tellement isolée. Juste d'avoir pu en parler, ça aide. Puis il y en a plusieurs qui ont décidé même de se faire des petits groupes informels par après pour continuer les échanges. Parce que ça leur faisait du bien. Donc, les groupes de soutien, c'est vraiment pertinent à ce niveau-là. L'accompagnement aussi, donc, comme on le disait, pour tout ce qui est euh, l'acceptation de la situation, la réorganisation du sens pour en faire quelque chose de moins catastrophique, mais de plus gérable aussi, voir le positif dans la situation. Favoriser la connexion avec la nature, c'est très fort aussi à ce niveau-là. Favoriser l'engagement, mais un engagement durable puis qui mène à des changements. Donc, c'est bien beau de dire va acheter ta crème en vrac puis ta farine en vrac et tout ça, mais ultimement, c'est davantage la pression que les citoyens peuvent mettre sur les instances gouvernementales, sur les entreprises, la façon dont elles peuvent transformer leur milieu de travail, etc., qui peuvent vraiment davantage changer. Donc, il y a beaucoup de choses aussi au niveau du discours, là, s'éloigner du discours trop individuel, euh, travailler davantage sur les solutions, présenter des solutions, c'est toutes des choses qui peuvent être faites, puis c'est toutes des choses qui peuvent être développées au niveau de la santé publique aussi, là, pour rejoindre davantage de personnes. Alors, je poursuis. Une autre question de David, qui est très prolifique aujourd'hui. Souvent, nous entendons des messages alarmistes, négatifs et même moralisateurs en lien avec les changements climatiques. Est-ce que le fait d'avoir des messages plus positifs et constructifs pourrait à la fois réduire l'éco-anxiété et augmenter l'engagement des gens dans le combat contre les changements climatiques? Oui, définitivement. C'est un gros enjeu, là, puis ça, c'est pas seulement pour les changements climatiques que c'est problématique. On le voit pour la plupart des enjeux de santé publique et tout ça, quand il y a des problématiques comme ça. Dans le passé, surtout, là, on est en train de s'éloigner de ça, mais quand même, c'est encore présent. On avait tendance à toujours aller sur les scénarios catastrophiques, les informations alarmistes pour vraiment essayer de réveiller le monde, puis les faire réaliser. On peut penser, si on change de domaine là, aux publicités de la Société de l'assurance automobile du Québec pour la sécurité routière, qui sont toujours très, pas toujours, mais en tout cas, qui ont par le passé souvent été très choquantes et tout ça. Euh, on peut penser dans les premières années qu'on parlait, puis on essayait de sensibiliser à la cause environnementale, toutes les photos justement d'ours polaires qui dépérissent sur une banquise, qui a juste les os et la peau presque, des choses comme ça. C'est un discours qui génère beaucoup de mécanismes de résistance. Ça vient nous choquer, ça vient nous troubler, puis ultimement, ça ne favorise pas le changement, ça ne favorise pas la mobilisation. Donc, oui, la tonalité positive est très importante. Il ne faut pas faire abstraction, par contre, puis tomber dans un optimisme naïf ou quelque chose comme ça. Il faut quand même rester dans le réalisme. On peut quand même parler des risques qui viennent parce qu'on voit qu'il y a encore des besoins à ce niveau-là, mais l'important, c'est le dosage puis la concentration axée sur les solutions puis la façon dont on peut contribuer davantage plutôt que en ce moment, c'est vraiment une orientation très basée sur les risques, les menaces, toutes les mauvaises choses qui vont nous arriver. Puis ça fait peur, il faut présenter les solutions. Puis à cet égard-là, je pense qu'il y a le média 1.5 qui joue bien ce rôle-là, hein, qui a vu le jour, justement, qui en a fait sa ligne éditoriale de montrer des exemples positifs liés justement à l'adaptation au changement climatique. Fait que c'est un autre exemple où on s'est démarqué puis on a tourné la page là, du négativisme. Oui, tout à fait. 1.5 est vraiment le fun là-dessus. On a contribué notamment à sa sortie, puis on continue à travailler avec eux, avec des projets de recherche avec eux. C'est vraiment le fun. Ce qui est le fun aussi, c'est que pour une fois, c'est un média qui, oui, présente des solutions, mais pas juste sur le plan individuel. Il en parle à différents niveaux, ce que des entreprises font, ce que des municipalités font, ce que des gouvernements font. Puis ça permet de montrer que justement, on n'est pas seul, on ne met pas toute la responsabilité sur l'individu. C'est vraiment le fun. Euh, c'est juste que là, on est à un stade où est-ce qu'il faut qu'on mette les bouchées doubles, mais c'est le genre d'exemple qui est très, très positif.
Alors, la séance file, mais j'ai encore des questions pour toi, Maxime. Il y a Christian qui est plus au niveau méthodologique. Il lui demande comment mesurer l'éco-anxiété, sachant que les émotions sont surtout auto-rapportées, source de biais cognitifs et basées sur la perception du risque. En fait, pour mesurer l'éco-anxiété, on a utilisé une échelle validée. Puis, on l'a testé, on retrouve vraiment la même chose, donc ça fonctionne bien à ce niveau-là. On a une série de 10 questions qui portent non pas sur... Ben, en fait, je ne sais pas si je peux vous montrer rapidement, là, ça va vous donner une petite idée. Donc, si je reviens ici, ça ne sera pas long. Donc oui, c'est sûr, il y a un certain biais, là, on pourrait y aller avec d'une autre façon, mais mieux vaut ça que rien, d'une certaine façon. Voilà, on y est. Donc, dans le fond, c'est ça, on a plusieurs différentes questions, là, je les ai regroupées dans les différentes dimensions, mais en gros, on demande dans les 2 dernières semaines, ce qui entraîne aussi un certain biais parce qu'on le sait, l'éco-anxiété n'est pas constante dans le temps. Donc, si on pose les questions une semaine après que un rapport du GIEC soit sorti versus une semaine après le début de la guerre en Ukraine, disons qu'on ne va pas nécessairement être au même endroit parce que justement, il y a différents enjeux qui vont venir et tout ça. Mais en gros, le type de question, c'est ça. Si on regarde dans les 2 dernières semaines, si les personnes se sont senties parfois, c'est jamais, rarement, souvent, parfois, jamais, rarement, parfois, souvent ou toujours. Voilà. Donc, nerveux, inquiet, anxieux, s'ils sont ressentis de la peur. On regarde aussi au niveau de la rumination, donc être incapable d'arrêter de penser aux événements passés, futurs liés au changement climatique puis aux problèmes environnementaux. Avoir du mal à dormir, avoir du mal à apprécier des situations sociales, avoir du mal à travailler ou à étudier, se sentir anxieux ou inquiet à propos de l'impact de ses comportements sur la planète, de sa capacité à contribuer à la résolution du problème puis du futur de l'humanité. Donc, en gros, c'est ça les principales questions là, qui sont incluses dans cette échelle validée. Écoutez, ça s'est vraiment déchaîné. Il y a énormément de questions pour toi, Maxime. On va être obligé d'en choisir. Pas de problème, mais je peux aussi rester un peu plus longtemps, là, il n'y a pas d'enjeu. Mais on va quand même, on a une plage assez fixe, là, on est obligé d'arrêter à 13 heures, mais ça prouve qu'il y a vraiment un intérêt pour le sujet. Là, mon écran, quand tu as terminé, ça s'est... Ah, excuse-moi. Ça a bougé, mais c'est pas grave. Il y a quelqu'un qui posait la question, est-ce que les femmes sont davantage touchées par l'éco-anxiété? Est-ce qu'il y a d'autres façons de voir les choses? Oui, ben en fait, les principaux éléments qu'on voit, là, les groupes de la population qui sont davantage touchés, c'est vraiment les jeunes, les personnes qui ont vécu des liens avec les changements climatiques. On remarque que les femmes semblent avoir un certain niveau d'éco-anxiété supérieur aux hommes, mais ce n'est pas énorme. Le niveau d'éducation aussi semble avoir un petit impact, mais ce n'est c'est pas majeur. Il y a une autre question aussi sur est-ce que l'éco-anxiété a été envisagée par les psychothérapeutes pour poser un diagnostic? Oui, c'est une super bonne question. Donc, on est encore en train d'utiliser le DSM-5 pour regarder l'éco-anxiété. Donc, ça rentre dans les critères d'éco-anxiété, d'anxiété normale, donc une dysfonction chronique et sévère en tout cas, qui vient porter atteinte au fonctionnement de façon régulière et tout ça. Il n'y a pas encore quoi que ce soit qui se fait concernant l'éco-anxiété en ce moment. Par contre, c'est en travail. Ça fait partie des choses qu'ils sont en train de regarder. On commence à avoir des psychothérapeutes, psychologues qui sont spécialisés en environnement. On commence à avoir des formations sur l'éco-anxiété à l'Ordre des psychologues du Québec et tout ça. Donc, on voit qu'il y a quand même ce souci d'être capable de prendre en compte l'éco-anxiété puis les enjeux spécifiques qui sont concernés à ce niveau-là. Il y a Félix qui se demande, est-ce que dans vos résultats de recherche, vous avez pu observer une association entre
l'anxiété de performance ou le perfectionnisme et les éco-gestes individuels. On n'a pas regardé ça du tout, en fait, mais je trouve que c'est très, très intéressant. Puis je vais me faire une note parce qu'on n'est pas à la fin de ces travaux-là. Donc, ça pourra être inclus dans d'autres enquêtes qu'on réalise ou d'autres projets. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre éco-anxiété et inégalité sociale de santé, nous demande Marie-Hélène. Là, bon, nos analyses des bonnes questions, hein? C'est des très bonnes questions. Comme je le disais, on en est aux analyses préliminaires. La question des inégalités sociales de santé fait partie de nos préoccupations. On n'a pas encore pu regarder, creuser cet aspect-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai envie de dire d'une certaine façon, ouais, il y a plusieurs hypothèses possibles par rapport à ça, mais en effet, ça fait partie de nos préoccupations. J'ai juste pas encore de réponse à ce sujet-là aujourd'hui. Une autre question d'Evelyne. Comment réagir face à des gens en plein déni, voire de provocation face aux enjeux environnementaux? C'est une super bonne question, puis on l'a tellement souvent, cette question-là. De un, ben, c'est de sortir de ce discours de la provocation. Souvent, là, ça fait des prises de bec incroyables, puis il n'y a personne qui dialogue dans ces cas-là. Tout le monde est juste ancré dans ses positions, puis ça fait des dialogues de sourds. Bref, l'objectif, c'est d'aller comprendre les enjeux que cette personne-là soulève, puis pourquoi ça bloque, puis d'essayer de parler son langage pour essayer de l'amener tranquillement. Il faut être conscient qu'il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. Donc, ce n'est pas une discussion qui va faire amener la personne de notre bord comme ça entièrement, mais c'est de faire amener la réflexion à travers un dialogue qui lui correspond et non pas qui nous correspond. Nous, on n'est pas nécessairement au même endroit, on ne voit pas les choses de la même façon, puis c'est correct, mais il faut s'adapter à la personne à qui on parle, où est-ce qu'elle en est rendue, les enjeux qu'elle voit, etc. Il faut aussi se dire que souvent, pour ces personnes-là, l'enjeu des changements climatiques, de l'environnement, n'est pas nécessairement un enjeu prioritaire. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a plein d'autres façons qu'on peut aller les rejoindre sans rentrer dans l'environnement, sans parler d'environnement même. On le sait, les changements climatiques vont avoir des impacts sur la santé, sur le réseau de la santé, sur l'économie. Puis là, on a eu un gros exemple avec la crise de la COVID-19. Donc, au lieu de toujours aller là-dedans, ben, on peut dire, on le sait, on s'attend à ce qu'il y ait de plus en plus d'inondations de X, de Y. Puis là, ça va overloader le réseau de la santé. C'est des dépenses supplémentaires. Ça se peut que la société soit encore paralysée, des choses comme ça. Puis là, c'est peut-être des façons qui vont permettre de davantage les rejoindre. Puis après ça, ben enfin, c'est sûr, ces groupes-là, c'est rare qu'on les cible de façon directe et prioritaire parce qu'il y a encore tellement un gros pan de la population sur laquelle on peut travailler puis qu'on peut réellement mobiliser. Puis, tu sais, on le sait, c'est banal, mais quand on regarde la courbe de l'adoption des innovations, par exemple, ben, on le voit à un moment donné, c'est qu'on finit par embarquer le monde par effet d'entraînement, parce qu'il y a plus de personnes qui sont là, parce que le discours évolue, etc. C'est comme, je dirais, il n'y a pas si longtemps que ça, la ceinture de sécurité dans une voiture, on l'utilisait pour décapsuler des bières, là, on s'entend. Aujourd'hui, on n'a plus de bière ouverte dans la voiture, puis on va se boucler notre ceinture. Quand on a commencé à parler de ça à l'époque, on se disait que ça allait, tu sais, c'était catastrophique. Même chose, les sacs d'épicerie. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, pense à amener ses sacs. C'est rare qu'on utilise des sacs en papier et tout ça. Donc, c'est un peu l'évolution normale. Donc, ces personnes-là qui sont en résistance totale, ben, à un moment donné, ils n'ont pas le choix. Quand il n'y a plus de sacs en papier, en plastique à son épicerie, elle n'a pas le choix d'embarquer aussi dans le mouvement. Donc, c'est un peu ça qui peut aider. Alors, écoutez, c'est un engouement total. Il y a beaucoup, beaucoup de questions encore, mais malheureusement, le temps est écoulé pour notre webinaire. Alors, on va mettre fin à la période de questions, mais ce n'est que partie remise avec Maxime et peut-être bien d'autres.
Je remercie Maxime tout d'abord pour sa présentation et qui a accepté de répondre au pied levé justement à nombreuses de vos questions. Je remercie également Guillaume Gravel-Pilote qui était derrière, qui a fait en sorte justement que tout se passe bien pour les aspects techniques de l'événement. Et je vous informe que le prochain webinaire aura lieu le 9 juin prochain. Il abordera la question des changements climatiques et la vulnérabilité à la chaleur des travailleuses et des travailleurs canadiens. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous informe que vous allez recevoir un courriel qui contiendra non seulement un questionnaire d'évaluation, mais également l'enregistrement du webinaire et également le PowerPoint, la présentation d'aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à tous et je vous dis à la prochaine. Oui, merci vraiment beaucoup. Les questions étaient tellement intéressantes, puis je suis contente de voir qu'il y a autant d'engouement sur le sujet. Désolée de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions, mais j'espère que les réponses que j'ai pu offrir ont pu aider. Puis n'hésitez pas si vous avez envie de continuer la conversation à me contacter, ça va me faire vraiment plaisir. Merci tout le monde. À la prochaine.